Bonjour, bienvenue dans ce 7e HandiFocus organisé par la filière HandiRare. Vous pourrez revisionner les 6 précédents webinaires en scannant le QR code que vous voyez apparaître actuellement. Les 6 webinaires ont été réalisés depuis 2021 par les différents coordonnateurs des centres de référence maladies rares, anomalies du développement, traitant sur différents sujets spécifiques. Aujourd'hui, c'est au tour du CRMR Paradigme, pathologie rare liée au placenta des grossesses monocoriales, qui a été nouvellement labellisé lors de la campagne de labellisation des réseaux des centres de référence de la filière HandiRare en 2022. Ce CRMR regroupe un centre coordonnateur et 8 centres de compétences répartis sur le territoire. Le domaine d'expertise du centre regroupe les complications rares liées à la vascularisation spécifique des placentas des grossesses multiples monocoriales et leurs conséquences sur les enfants issus de ces grossesses. Il existe 4 complications rares spécifiques de ces grossesses qui sont prises en charge dans les centres. Le syndrome transfuseur-transfusé, la séquence Twin Anemia Polycythémia, la séquence Twin Reverse Arterial Perfusion et le retard de croissance intra-utérin sélectif précoce avec troubles hémodynamiques sévères. Avant de débuter les échanges, nous allons nous présenter. Je suis le docteur Claire Coleman, gynécologue obstétricienne, responsable du centre coordonnateur du CRMR Paradigme à l'hôpital Necker Enfants Malades. Bonjour, je suis le docteur Anne-Sophie Weingartner, gynécologue obstétricienne et coordinatrice du centre de compétences Paradigme de Strasbourg. Bonjour, je suis le docteur Nicolas Bourgon, je suis également gynécologue obstétricien à l'hôpital Necker. Bonjour à tous, je suis Frédéric Huet, pédiatre au CHU de Dijon et je vais comme d'habitude animer ce webinaire. Et nous allons donc aujourd'hui discuter de la prise en charge prénatale du syndrome transfuseur-transfusé, du diagnostic à la thérapeutique. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le syndrome transfuseur-transfusé ? Eh bien oui, le syndrome transfuseur-transfusé est donc une des complications spécifiques des grossesses monocoriales, c'est d'ailleurs la plus fréquente. Grossesse monocoriale, ça veut dire caractérisée par le fait que les deux fœtus partagent le même placenta. Et donc, le syndrome transfuseur-transfusé ou STT correspond à un transfert de fluide d'un des fœtus, qu'on appelle le donneur, vers l'autre fœtus, qu'on appelle le receveur, au travers d'anastomoses vasculaires qui sont présentes au niveau du placenta. Alors, pouvez-vous nous expliquer à quoi est dû ce transfert de fluide entre les deux jumeaux ? Eh bien, c'est justement l'existence de ces communications vasculaires. Il faut comprendre que tout placenta de grossesse monocoriale présente ces anastomoses, mais le nombre, le type et la localisation de ces anastomoses est le facteur clé de stabilité hémodynamique entre les deux fœtus. Et donc le STT, classiquement, est représenté par un transfert de fluide d'un des jumeaux vers l'autre jumeau au travers de ces anastomoses vasculaires. Et alors ces échanges de fluide entre les deux jumeaux ont-ils des conséquences à la fois pour la grossesse, pour les jumeaux et pour la maman ? Oui, tout à fait. En fait, ça représente une complication de grossesse qui n'est pas négligeable. En effet, le transfert de fluide d'un des jumeaux vers l'autre jumeau est responsable d'une hypervolémie chez le jumeau receveur et d'une hypovolémie chez le fœtus donneur. L'hypervolémie va être responsable d'un hydramnios chez le fœtus receveur et d'un oligoanamnios chez le fœtus donneur. En plus du déséquilibre vasculaire, il existe des mécanismes biochimiques qui peuvent être responsables d'une dysfonction cardiaque du receveur et d'une dysfonction rénale, surtout du fœtus donneur, mais également du receveur. Et donc, c'est une complication qui est grave. Il faut comprendre qu'en l'absence de traitement, il existe un risque de perte de grossesse dans près de 90% des situations, soit par décès d'un ou des deux fœtus, ou alors par l'existence d'une fausse couche tardive ou d'un accouchement spontané prématuré. Donc concrètement, ça représente 90% de perte de grossesse en l'absence de traitement. Et si un traitement qui est un traitement par photoscopie laser, Claire nous en parlera tout à l'heure, est possible, ça change complètement l'histoire naturelle de cette pathologie, puisqu'on arrive, on espère, à avoir une survie des deux fœtus dans 60-70% des cas à peu près, donc, et au moins un fœtus dans 80 à 90% des situations. Mais au-delà de ces complications et de ces statistiques que vous nous donnez, quelle est la fréquence de cette complication du syndrome transfuseur-transfusé ? Alors, même si c'est une complication, c'est la complication la plus fréquente des grossesses monocoriales, les grossesses monocoriales sont de survenue rare, elles représentent 15% de l'ensemble des grossesses.
de 0,4% de l'ensemble des grossesses, donc 2800 grossesses par an en France, et donc 15%, ça représente un petit peu plus de 400 grossesses sur les à peu près 700 000 grossesses annuelles en France actuellement. Donc, si je résume, c'est grave, mais c'est rare, hein, et évidemment, ça ne concerne que les grossesses gémellaires. Alors, comment dépistons ce syndrome transfuseur-transfusé ? Le dépistage du STT découle de suivi particulier des grossesses monocoriales dont on sait qu'elles peuvent engendrer ce type de complications. Et d'ailleurs, toutes les sociétés savantes internationales insistent sur l'importance de ce suivi. Tout d'abord, le diagnostic de grossesse monocoriale doit être réalisé le plus tôt possible, avant 14 semaines d'aménorrhée. Et ensuite, tout praticien qui suit une grossesse monocoriale doit pouvoir travailler en lien avec un centre de référence et un centre de thérapie fœtale spécialisé dans la prise en charge de ces grossesses. Et si la surveillance clinique habituelle est mensuelle, comme pour toute autre grossesse, en l'absence de complications évidemment, la surveillance échographique est bimensuelle pour dépister ce type de complications. Donc, on voit qu'il y a un repérage nécessaire, mais pour le syndrome transfuseur-transfusé, est-ce qu'il y a une démarche diagnostique précise qui est bien statuée ? Oui, tout à fait. En fait, quand on peut suspecter le diagnostic de syndrome transfuseur-transfusé, d'une part par des signes cliniques maternels qui sont en fait la conséquence de l'hydramnios du receveur. La mère peut présenter une distension abdominale rapide, elle peut présenter des contractions, une dyspnée éventuellement. Et même en l'absence de signes cliniques maternels, on peut suspecter le diagnostic de syndrome transfuseur-transfusé en mettant en évidence une discordance de liquide dans les poches amniotiques des deux fœtus. Alors, une fois qu'on a suspecté, et j'imagine que ça se fait dans des centres, des hôpitaux périphériques et dans des maternités classiques, une fois qu'on a repéré ce syndrome transfuseur-transfusé, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe pour la maman ? Qu'est-ce qu'on organise ? Eh bien, la confirmation du diagnostic doit être réalisée rapidement par un échographiste expérimenté, justement, travaillant dans un centre de référence. Et en fait, le diagnostic est relativement simple. Il repose donc sur cette discordance de liquide et on peut mettre en évidence une plus grande citerne inférieure à 2 cm pour le fœtus donneur et supérieure à 8 à 10 cm pour le fœtus receveur. Donc, c'est relativement simple. Et puis, il y a d'autres signes qui peuvent être visualisés également en échographie, comme une grosse vessie chez le fœtus receveur et une vessie petite ou non visualisable chez le fœtus donneur. On peut également mettre en évidence des anomalies des flux Doppler chez l'un ou l'autre fœtus. Et dans les stades plus avancés, on peut mettre en évidence des épanchements qui sont le témoin de la dysfonction cardiaque du receveur et au pire, le décès d'un des deux fœtus. Alors là, ce sont déjà des critères très, très élaborés, très complexes. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui permettent d'élaborer un pronostic et une surveillance très précise ? Oui, tout à fait. Il y a d'autres facteurs pronostiques qui ont été décrits. Et d'ailleurs, c'est des éléments que les centres de référence aiment bien avoir quand on adresse une patiente en centre de référence, et en particulier l'âge gestationnel, la longueur du col, éventuellement même la position placentaire sont des éléments qu'on aime bien connaître avant de pouvoir recevoir une patiente parce qu'ils permettent d'adapter les délais auxquels on va recevoir cette patiente. Et puis, il y a toutes les comorbidités maternelles qui pourraient modifier une éventuelle prise en charge, comme par exemple la prise d'anticoagulants ou des comorbidités fœtales comme un retard de croissance du fœtus donneur ou un col court qui, là aussi, peuvent modifier les délais et la prise en charge éventuelle. Donc, toutes ces infos-là, il faut les accumuler avant le transfert de la maman. Tout à fait, ça permet d'adapter les choses. Alors, une question qui peut paraître un peu étonnante, mais est-ce qu'il existe des syndromes transfuseur-transfusé dans les grossesses monocoriales monoamniotiques ? Oui, c'est une très bonne question parce qu'on a parlé des grossesses monocoriales et donc dans ces grossesses monocoriales, les grossesses biamniotiques sont les plus fréquentes. Elles correspondent au fait que les deux fœtus sont dans une poche amniotique individuelle. Et les grossesses monocoriales monoamniotiques sont des grossesses qui sont plus rares et dans lesquelles on peut également retrouver un syndrome transfuseur-transfusé, mais le diagnostic est plus difficile puisqu'on n'a pas la discordance de liquide entre les deux poches amniotiques. Donc classiquement, on va voir un hydramnios de la poche unique et puis on se basera plutôt sur la discordance de taille des vessies, dans ces cas-là, pour le diagnostic de syndrome transfuseur-transfusé.
Alors, une fois qu'on a élaboré toute cette évaluation et posé un diagnostic, comment faire l'annonce, Nicolas? Comment orienter les parents et leur expliquer la situation? Ouais, alors c'est un moment qui est pas facile parce qu'on va parler d'une pathologie, comme on l'a dit, qui a une morbidité importante. Donc comme toutes les annonces qu'on fait en prénatal, il faut y aller avec le plus de bienveillance possible et d'empathie et expliquer ce qu'on va pouvoir faire au couple en utilisant, comme l'a dit Anne-Sophie, tous ces paramètres pour essayer de personnaliser l'information sur le diagnostic, la prise en charge possible et les issues possibles. Et on verra après avec le traitement. Mais c'est un diagnostic en fait qu'on a amené au cours du suivi de grossesse, ce suivi qui est particulier parce qu'on va surveiller différemment la grossesse et on explique au couple pourquoi on les surveille différemment. Donc dès le premier trimestre, très tôt, on leur explique qu'il y a ce risque de pathologie et donc au final, c'est des couples qui sont voilà, toujours un petit peu préparés à cette éventualité, on ne leur souhaite pas qu'on fasse ce diagnostic, mais ils sont informés. Et on se base également sur des feuilles d'information qui ont été notamment préparées par le Collège national des gynécologues obstétriciens français pour leur expliquer le suivi et les différentes pathologies. Et fort de tout ça, on réexplique le plus possible à ce moment-là ce qu'on va proposer au couple. Alors, on en est aux propositions à faire au couple. Claire, est-ce qu'il existe un traitement spécifique dédié au syndrome transfuseur-transfusé? Oui, il existe un traitement. Il s'agit d'un traitement chirurgical qu'on fait in utero. Et en fait, l'objectif est d'aller coaguler ces anastomoses entre les deux territoires vasculaires placentaires afin de pouvoir séparer ces deux territoires. Et cette thérapeutique permet une guérison dans un certain nombre de cas. Alors, bien évidemment, c'est une chirurgie qui n'est pas simple et qui doit être réalisée par des centres experts et expérimentés dans cette chirurgie fétoscopique. Alors effectivement, le petit film qu'on vient de voir nous montre des choses relativement simples, mais en pratique, j'imagine que c'est relativement complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment réaliser cette intervention? Oui, bien sûr. Alors, c'est une intervention qui est réalisée au bloc opératoire. C'est généralement sous anesthésie locale ou loco-régionale. Et en fait, on va introduire un petit trocar de petit diamètre dans la cavité amniotique par voie abdominale chez la maman, dans la cavité amniotique du fœtus receveur, donc celui qui est en hydramnios. Et nous allons pouvoir visualiser, en fait, avec cette caméra, les anastomoses entre ces deux territoires placentaires, ces deux territoires vasculaires. C'est un peu comme des racines d'arbres qui vont se réunir. Et donc, on peut visualiser ces anastomoses. Et on a une fibre laser qui est associée à ce fétoscope. Et cette fibre laser va nous permettre individuellement d'aller coaguler chacune des anastomoses entre les territoires du fœtus receveur et du fœtus donneur. Par la suite, on va réaliser un trait de coagulation, c'est-à-dire qu'on va rejoindre ces coagulations les unes aux autres pour être sûr d'avoir totalement séparé les deux territoires placentaires. Et cette intervention, on la réalise d'un bout à l'autre du placenta. En fin d'intervention, on sera amené aussi à retirer du liquide amniotique, puisque Anne-Sophie vous a expliqué que le fait qu'il y ait un hydramnios, ça pouvait entraîner un risque sur les modifications du col, une fausse couche, une perte de grossesse tardive ou un accouchement prématuré. Donc, on va évacuer cet hydramnios. Et vous voyez qu'on peut visualiser les fœtus en cours d'intervention. On voit qu'ils vont bien. Et à la fin de l'intervention, on a ce trait blanc de coagulation qui nous a permis de séparer les deux territoires placentaires. Et on évacue généralement 1 ou 2 litres de liquide amniotique en fin d'intervention. Ça semble très technique et chirurgicalement complexe. Est-ce que tous les stades de syndrome transfuseur-transfusé peuvent bénéficier de cette technique et est-ce que c'est justifié de le faire à tous les stades? Alors non, actuellement, des stades 1, on peut tout à fait discuter une intervention. Les stades 1 sont des stades de situation à risque fœtal plus modéré et on sait que 40% de ces stades 1 ne vont pas évoluer et vont rester stables et avec du coup un très bon pronostic sur l'issue de cette grossesse. Par contre, 60% vont quand même évoluer, soit d'un point de vue fœtal, soit d'un point de vue maternel, c'est-à-dire soit ça évolue vers un stade ultérieur de STT, soit il y a une maman qui devient symptomatique avec des contractions, un col qui se raccourcit ou qui est très gêné à cause de l'hydramnios. Et dans ce cas-là, on peut faire une intervention, ce qui s'appelle de rattrapage, et on va opérer secondairement, mais ça va nous permettre quand même du coup de ne pas opérer 40% de ces grossesses. Et on verra par la suite que ces interventions, même si elles améliorent nettement le pronostic de ces fœtus, ne sont pas sans risque. Et donc éviter une intervention sur ces stades modérés peut vraiment être une chance
si les choses se maintiennent. Dans ce cas-là, on envisage une expectative. On surveille d'un peu plus près toutes les semaines en échographie pour voir l'évolution et être sûr que la situation ne s'aggrave pas et qu'il n'y ait pas une indication opératoire. Et est-ce que cette intervention peut être réalisée à n'importe quel moment de la grossesse? Est-ce qu'il y a des moments cibles, des fenêtres thérapeutiques possibles? Alors, cette intervention ne va pas être réalisée à tous les termes de grossesse. En fait, la majorité des STT, le pic de diagnostic se fait entre 18 et 26 semaines d'aménorrhée, mais il y a effectivement des STT qui peuvent se développer très précocement ou très tardivement, après 26 semaines, dans environ 10 à 15% des cas. Dans les situations de terme précoce, comme je vous ai dit, l'intervention n'est pas sans risque et la complication principale de cette intervention, c'est la rupture prématurée de la poche des os. Et cette rupture prématurée de la poche des os entraîne bien évidemment des complications, plus elle est précoce dans une grossesse, complications pulmonaires, complications de risque de perte de grossesse tardive ou d'accouchement très prématuré. Et donc on met dans ce cas-là dans la balance ce risque et intervention si le STT n'est pas très sévère pour essayer de tenir jusqu'à 18 semaines. Au-delà de 18 semaines, on sait que ce risque se stabilise et en tout cas est moins important le risque de rupture qu'avant 18 semaines. Donc on essaye de temporiser tant que la situation est stable. Après, techniquement, on a des tailles de trocar et de fétoscope qui peuvent nous permettre d'opérer dès 15 semaines d'aménorrhée. Et il arrive que si la situation est critique et qu'on pense que de toute façon il y a un risque de perte fétale majeur avant 18 semaines, on décide d'opérer dès 15 semaines d'aménorrhée. Techniquement, c'est réalisable. Donc, vous personnalisez les prises de décision en fonction de la situation, du type et du terme avant de proposer votre décision thérapeutique. Et alors, pour les termes les plus tardifs, est-ce que la fenêtre peut s'étendre au-delà de 30-35 semaines? Alors, pas jusqu'à 30-35 semaines, mais effectivement, il a été montré clairement sur l'étude Princeps que jusqu'à 26 semaines, il y avait un vrai bénéfice à réaliser la fétoscopie laser. Au-delà de 26 semaines, c'est plus compliqué techniquement, tout simplement parce que la surface placentaire est plus importante, les vaisseaux sont plus gros, les fœtus sont aussi plus gros, donc techniquement, c'est plus compliqué et on peut avoir plus de risques d'échec dans ces situations-là. Et donc, il faut réfléchir au cas par cas parce que quand on est très tôt, à 26 semaines, effectivement, on peut discuter l'indication d'essayer d'aller réaliser ce laser parce qu'on est dans un risque de très grande prématurité. Sur des termes plus tardifs, bien évidemment, on envisagera plutôt et on mettra dans la balance bénéfice-risque une naissance prématurée après une cure de corticoïdes, bien évidemment, et on discutera au cas par cas en fonction de la sévérité et du terme d'une naissance prématurée. On peut être amené aussi à réaliser un amyodrainage. C'est le traitement qui était fait avant qu'on démontre que le laser par fétoscopie améliorait le pronostic. Ça ne guérit pas le STT de faire un amyodrainage, mais ça permet de temporiser et de gagner éventuellement quelques jours le temps de faire la cure de corticoïdes et de préparer et d'organiser au niveau pédiatrique la naissance de ces enfants prématurés. Alors, le plus souvent, il s'agit d'une décision prise dans une relative urgence. Est-ce que le geste lui-même doit être organisé de façon urgente une fois que la décision est prise ? Alors, en règle générale, quand un échographiste fait le diagnostic, c'est vrai qu'il est important d'adresser ces patientes assez rapidement. Alors, c'est une urgence relative, mais globalement, ces patientes sont opérées entre 24 et 72 heures. La situation est plus urgente quand il s'agit d'un STT de stade 4, puisque le stade 4, le fœtus receveur présente une anasarque et donc il y a un risque de mort fœtale in utero plus important. Donc on est amené à opérer un peu plus tôt. Et puis aussi quand il y a des raccourcissements du col sur les hydramnios, il y a un risque de perte de la grossesse et donc on peut être amené dans ce cas-là à opérer rapidement. Mais sinon, ça reste des interventions qu'on peut réaliser dans les 24-48 heures. Donc ça veut dire qu'il faut des réseaux bien organisés, qu'entre la démarche de repérage, la démarche diagnostique et la démarche thérapeutique, il faut que tout ça soit fluide et vraiment bien géré en amont de la prise de décision. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres autour de l'efficacité, des résultats en termes de survie de cette intervention ? Alors oui, Anne-Sophie en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc on vous a dit que le pronostic de cette pathologie est assez effroyable, puisqu'on a plus de 90% de pertes des fœtus si on laisse la nature faire les choses. Dans les centres expérimentés, actuellement, nos résultats sont aux alentours de 70% de survie des deux fœtus, environ 20 à 30% de survie d'un seul fœtus. Et puis, on a quand même un risque de perte, c'est-à-dire de ne pas avoir d'enfants survivants à la fin, qui est aux alentours de 10 à 15%.
Donc ça reste effectivement quelque chose de très acrobatique et complexe. Hein. Tout à fait. Alors au-delà des risques de décès, est-ce qu'il y a des complications, des risques particuliers à la fois pour le fœtus et pour la grossesse elle-même, hein? Oui, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le risque le plus fréquent lié à l'intervention, ça reste la rupture prématurée des membranes. Alors bien évidemment, la rupture prématurée des membranes, elle existe et elle est présente liée au syndrome transfuseur-transfusé, puisqu'on vous a expliqué qu'il y avait un hydramnios, un risque du coup de rupture de la poche des os et de modification du col. Donc la complication principale, c'est la rupture prématurée des membranes, et plus elle a lieu tôt, plus il y a de risque sur la perte de toute la grossesse, sur la grande prématurité. Donc ça, c'est une des complications les plus importantes. On a parlé effectivement de la mort fœtale qui peut être liée à la séparation des territoires, mais aussi dans certaines situations où avec des gros retards de croissance avant l'intervention sur un des fœtus, on sait qu'il y a beaucoup plus de risques de mort fœtale sur le fœtus en retard de croissance lorsqu'on intervient. Et on sait que globalement, plus de 25% de discordance avec des anomalies Doppler sur le fœtus donneur et un facteur de risque de mort fœtale in utero du fœtus donneur. Ensuite, il y a des situations où techniquement ça peut être compliqué et dans 5% des cas, on sait qu'il y a un risque d'échec de la thérapeutique, hein, c'est-à-dire que soit le STT est persistant, soit plus rarement il réapparaît secondairement, mais il arrive parfois qu'on n'ait pas réussi à tout coaguler et que le STT persiste. Dans ce cas-là, on recommence, hein, ou on fait des amnios Drainage. Et ben dans ce cas-là, ça dépend un petit peu des conditions et pourquoi on n'a pas réussi techniquement. Soit c'est vraiment que techniquement l'abord placentaire était compliqué et qu'on pense que même si on y retourne, on n'y arrivera pas mieux. Et dans ce cas-là, on ne va pas reprendre un risque de faire cette intervention qui elle-même est de nouveau un risque de rupture pour les membranes. Et dans ce cas-là, on peut discuter d'une autre thérapeutique en fonction du terme, voir si on est avancé à éventuellement une naissance. Et c'est la deuxième option, en fait, dans ces situations-là. Mais généralement, si on pense qu'on a bien vu et qu'il y avait peut-être un endroit où on n'a pas bien vu et si on se mettait ailleurs, peut-être qu'on verrait mieux, on peut proposer à la patiente de retourner et de refaire l'intervention. C'est bien. Alors, il y a d'autres complications encore. Oui, alors il y a la séquence TAPS, hein, c'est Twin Anemia Polycythemia Sequence. C'est un peu la même situation que dans l'échec de la thérapeutique. En fait, c'est quand il persiste juste une toute petite anastomose et que du coup, il y a du sang qui passe directement d'un fœtus à l'autre. Et du coup, on va se retrouver avec un fœtus qui va être anémique, qui va donner à son cojumeau, et l'autre qui va se retrouver polyglobulique. Et là, c'est une complication effectivement qui est assez sévère. On sait que le syndrome transfuseur-transfusé présente un petit surrisque au niveau développement neurologique, mais quand il y a un TAPS, il y a un haut risque de mortalité et ça aggrave aussi cette morbidité neurologique. Donc dans ce cas-là, cette complication, effectivement, on peut se mettre en situation de proposer de refaire une intervention s'il y a cette petite anastomose qui persiste. Et puis ensuite, il y a des complications qui sont heureusement un peu plus rares. Les brides amniotiques, mais qui peuvent être sévères, c'est quand on a traversé la membrane, perforé soit volontairement, soit involontairement la membrane au décours de l'intervention, et ça crée des brides qui vont pouvoir faire des strictions de membres ou éventuellement des strictions de cordon, avec des risques de mort fœtale in utero. C'est rare, mais effectivement, ça peut avoir des conséquences sévères. Alors, on a parlé des complications pour la grossesse, pour les fœtus. Est-ce qu'il y a des complications possibles pour la maman elle-même ? Alors, le risque pour la maman sont assez faibles. C'est pas nul parce que ça reste une intervention chirurgicale. Le risque principal qui est retrouvé, c'est un risque d'hématome rétroplacentaire par décollement du placentaire puisqu'on dévascularise une partie du placenta. Et puis, il y a aussi les fuites intrapéritonéales, c'est-à-dire qu'il y a du liquide amniotique qui va passer dans le péritoine maternel. Et ça peut donner des douleurs, ça peut nécessiter des antalgiques. Dans les 24-48 premières heures, ça peut créer une anémie, nécessiter parfois une transfusion, mais sur ces situations-là, il n'a pas été montré que le pronostic de la grossesse, en tout cas, était plus péjoratif que quand il n'y a pas de fuite intrapariétale. En tout cas, les complications graves sont extrêmement rares chez la mère. Alors, une fois que la séquence de traitement est réalisée, j'imagine qu'il est nécessaire d'organiser un suivi très précis autour de la suite de cette grossesse, hein. Oui, tout à fait. Donc, déjà, l'intervention, on garde les patientes hospitalisées pendant 48 heures. Hein. Comme je vous ai dit, l'intervention dévascularise et sépare les territoires vasculaires des deux fœtus. Et donc, il faut déjà voir dans les 48 premières heures leur tolérance à cette séparation. Hein. L'hémodynamique est modifiée. Et donc, il y a un risque dans les 48 premières heures de mort fœtale. Et puis, il y a aussi ces risques dont je vous ai parlé, d'échec et de séquence TAPS. Donc, on les garde pendant 48 heures et on fait 2 échos par jour pendant 48 heures.
Au bout de 48 heures, elles peuvent retourner à domicile. Et ensuite, on fera un suivi rapproché, au moins une fois par semaine en échographie, dans les 6 semaines en post-opératoire. Puis après, on peut reprendre un suivi tous les 15 jours, en tout cas pas moins de tous les 15 jours. L'idée étant de voir effectivement le bon développement de ces fœtus, l'absence de complications et un bon développement neurologique. Et c'est aussi pour ça qu'on va être amené à compléter notre examen morphologique par une IRM cérébrale fœtale qui sera réalisée aux alentours de 30 semaines ou plus tôt si jamais il y a un risque d'accouchement prématuré. Et avec ce suivi-là, on peut être amené à dire que tout est bien d'un point de vue morphologique pour ces enfants. Et alors, ce suivi, il est organisé par qui, Nicolas? Est-ce que c'est le centre expert ou est-ce que la maman va retourner sur son centre de proximité? Alors, on va toujours essayer de privilégier le retour le plus proche du domicile et c'est un suivi multidisciplinaire qu'on va organiser à la fois avec les praticiens et les praticiennes qui sont proches du domicile en lien avec le CPDPN, donc les centres de diagnostic prénatal et les centres de référence ou de compétences qui ont pris en charge sur le plan chirurgical la patiente. Donc c'est un suivi en fait qui se fait toujours en collaboration, comme on a vu, avec une maternité au moins de type 2B, voire de type 3, parce que c'est une pathologie qui expose à un risque de prématurité, donc il faut que l'organisation du parcours en fait soit anticipée. Et ce suivi est réalisé par un gynécologue obstétricien ou une gynécologue obstétricienne qui est expert ou experte dans le suivi des grossesses monocoriales compliquées quand on nécessite un traitement. Et on va avoir besoin de nos collègues de pédiatrie, notamment en cas de risque de prématurité pour informer les parents. Des radiopédiatres qui vont réaliser l'IRM fœtale, mais également les cardiopédiatres parce qu'on peut être amené à réaliser des échographies cardiaques fœtales, notamment pour investiguer le cœur du receveur du fait de l'hyperdébit et de la potentielle atteinte du muscle cardiaque en anténatal. Alors, vous nous avez essentiellement cité les équipes médicales, mais au-delà de cette équipe, j'imagine qu'il y a des soignants qui interviennent pour accompagner cette maman. Alors, en effet, c'est vraiment un suivi multidisciplinaire où on va faire intervenir de nombreux acteurs à la fois hospitaliers et libéraux. Il y a donc les médecins, comme on en a parlé, mais également le médecin traitant, le gynécologue obstétricien ou le gynécologue médical qui suit habituellement la patiente ou une sage-femme. Il y a également les psychologues qui vont intervenir, alors plus ou moins tôt dans le parcours, parce que c'est une situation qui éprouve énormément les couples et donc ils peuvent être amenés à les rencontrer plusieurs fois pendant le suivi de grossesse pour essayer d'aborder différents points en fait, justement de la prise en charge. Pour les couples qui ont déjà des enfants aussi, c'est assez important en plus de leur donner des astuces pour expliquer à la fratrie tout ce qui peut se passer parce que c'est des situations à haut risque d'angoisse pour les parents, donc c'est pas des périodes qui sont faciles à vivre. Et on va faire intervenir aussi beaucoup d'acteurs du secteur social parce que c'est des prises en charge qui peuvent en fait se faire relativement éloignées du domicile. Donc des fois il y a des petites gymnastiques d'hébergement organisées, éventuellement de transfert. Donc ces personnes sont très importantes. Et on a de plus en plus de sages-femmes en fait, qui interviennent dans le suivi pour un suivi très global parce qu'il ne faut pas oublier la préparation à la parentalité, le retour à domicile. Donc elles interviennent aussi à ce moment-là. Et on a beaucoup de sages-femmes dans les centres de compétences et de référence qui sont justement un peu spécialisés dans la prise en charge de ces grossesses monocoriales et qui sont précieuses pour les couples. Alors, on a surtout évoqué les situations pour lesquelles il y a eu un traitement chirurgical, mais j'imagine que pour les autres mamans et les autres couples, il y a nécessité également d'organiser un suivi global de la grossesse. Oui, tout à fait. On parle beaucoup donc, du risque de ces pathologies pendant la grossesse. Aujourd'hui, on parle du STT, mais c'est le cas aussi pour les autres complications placentaires. Et ce suivi s'intègre vraiment dans un suivi global de la grossesse où il ne faut pas oublier le dépistage, la prévention, l'organisation de la parentalité. Comme toute grossesse, il y a les programmes de vaccination, les consultations d'anesthésie qu'il faut organiser. Donc tout s'organise avec tous ces acteurs et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intervenants auprès des couples. Et pour essayer d'optimiser tout ça, on a également en cours un programme d'éducation thérapeutique qui est en cours de création avec le centre de référence, pour lequel Claire travaille beaucoup et qui permet en fait justement d'optimiser la prise en charge des patients sur tous les secteurs, que ce soit médical ou vraiment purement psychosocial. Alors la grossesse se poursuit et il va falloir maintenant parler de l'accouchement. Alors Claire, est-ce que vous pouvez nous indiquer s'il y a des moments particuliers privilégiés pour lesquels on peut soit déclencher, soit laisser évoluer l'accouchement spontanément ? Oui, alors la décision du terme d'accouchement va dépendre déjà des conditions post-opératoires. Comme je vous expliquais, il y a des risques de rupture, il y a des risques de retard de croissance. Donc bien évidemment, tout ça influence dans la décision au cas par cas du terme et de la voie d'accouchement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ces patientes soient reprises en charge par des spécialistes qui connaissent
des grossesses monocoriales, qui connaissent les complications des grossesses monocoriales et qui sont sensibilisés à cette problématique pour l'accouchement. Alors la majorité des recommandations internationales de toute façon préconisent un accouchement des grossesses monocoriales non compliquées aux alentours de 36 semaines. Et bien quand il y a une patiente avec une complication et qui a bénéficié d'une fétoscopie laser pour un syndrome transfuseur-transfusé, on a tendance à recommander un accouchement un petit peu plus tôt, aux alentours de 34, entre 34 en tout cas, sans dépasser 36 semaines, puisque le placenta a été fragilisé par cette dévascularisation. Et donc, c'est un peu un choix d'une balance bénéfice-risque. Au-delà de 34 semaines, je pense que vous pourrez le savoir mieux que moi, mais la prématurité, les risques en tout cas liés à la prématurité diminuent nettement. Et dans cette balance bénéfice-risque versus un risque de mort fétale in utero lié à une complication du syndrome transfuseur-transfusé, on a tendance à préconiser un accouchement. Donc là encore, il y a une balance bénéfice-risque, une personnalisation des décisions. Et alors, vous l'avez dit, ce placenta, il est fragile. Est-ce qu'il est possible d'accoucher par les voies naturelles, par voie basse, après un traitement de ce type ? Alors oui, l'intervention n'est pas une contre-indication à l'accouchement par les voies naturelles. Il doit être de la même façon décidé au cas par cas, mais cependant, comme je viens de vous expliquer, on a tendance à préconiser un accouchement un peu plus tôt. Et parfois, ces patientes ne sont pas en travail spontané, donc il va falloir induire ce travail aux alentours de 34 semaines. Et donc, quand on induit un travail, les contractions sont plus longues, elles sont plus fortes, plus importantes. Et donc, du fait de la dévascularisation de ce placenta, il y a plus de risques pendant ce déclenchement du travail. Et on a tendance à facilement préconiser une césarienne. Mais chaque situation peut se discuter si c'est un travail spontané en fonction de la parité. Donc, la voie d'accouchement sera décidée selon les pratiques locales et le choix de la patiente avec son praticien. Alors, on arrive au bout de la grossesse. On l'a compris, cette phase de la grossesse est particulièrement complexe et à risque. Mais qu'en est-il à la naissance ? Comment vont les jumeaux ? Est-ce qu'ils ont des risques particuliers ? Est-ce qu'ils ont des complications particulières ? Alors, tout d'abord, en fait, le risque principal va être conditionné par le terme de naissance et le point de naissance. Ça, on le sait bien, la prématurité est associée, en plus, lorsqu'elle est combinée à une hypotrophie, à certaines complications particulières. Si on doit en citer quelques-unes, probablement que la détresse respiratoire et les hémorragies intraventriculaires, comme tous les prématurités, sont les complications les plus fréquentes, mais elles ne sont pas spécifiques dans le cadre du syndrome transfuseur-transfusé, d'autant plus s'il y a une prise en charge chirurgicale. On va être d'autant plus vigilant à la naissance lorsqu'on avait des signes de syndrome TAPS post-opératoire, donc comme on l'a déjà dit avec Claire. Donc, c'est des situations où on va être très vigilant sur le développement neurologique et donc on reproduira en fait les examens, notamment l'échographie transfrontalière pour vérifier qu'il n'y ait pas de lésions en fait chez les enfants et on fait à nouveau un examen très détaillé, cette fois-ci qui n'est plus un examen échographique pour regarder les extrémités, notamment lorsqu'on a dû réaliser une septostomie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conséquences de ces fameuses brides amniotiques. Donc ça, c'est les conséquences qui peuvent arriver chez l'un ou l'autre des bébés. Et après, il y a des complications qui sont un peu plus spécifiques. Anne-Sophie en avait déjà parlé tout au début. Le cas de l'insuffisance rénale qui est probablement un petit peu plus fréquente chez le donneur, mais il y a des cas rapportés également chez les receveurs. Et ce qui est plus fréquent chez le receveur, par contre, c'est l'hypertrophie du muscle cardiaque et donc ces cardiomyopathies qui peuvent nécessiter une prise en charge un peu particulière à la naissance, notamment dans une maternité de type 3, mais qui va disposer d'un cardiopédiatre sur place. Alors, non seulement à la naissance, mais j'imagine que ce type de complications, qu'elles soient rénales ou cardiaques, nécessite un suivi à long terme. Est-ce qu'il y a des risques particuliers ? Est-ce qu'on a quelques notions statistiques autour de tout ça ? Alors effectivement, l'histoire du fœtus puis du nouveau-né, probablement elle se continue plus tard. C'est des prises en charge qui peuvent nécessiter une prise en charge au long cours, notamment dans le cadre des cardiomyopathies. Il y a quelques cas qui sont rapportés d'insuffisance cardiaque à plus long terme. Et c'est la même chose pour les enfants qui présentent dès la naissance des signes à l'imagerie néonatale cérébrale, éventuellement de souffrance neurologique. Donc c'est des enfants qui sont à risque de développer des paralysies cérébrales, des troubles du neurodéveloppement, ou des troubles moteurs. Donc, c'est des enfants qui vont être suivis au sein de réseaux régionaux, souvent qui sont organisés avec les maternités de type 3. Mais au final, on n'a pas beaucoup de chiffres très bien documentés sur le plan médical. C'est des cohortes de patients qui sont extrêmement difficiles à suivre. Donc, on a vraiment besoin maintenant en fait, de mettre nos forces en commun avec les pédiatres pour justement améliorer ces issues, ces données à long terme. Ça nous servira d'une part déjà de mieux informer les parents pendant la grossesse, de mieux conseiller en périnatal, mais surtout probablement de mieux améliorer le suivi en fait en postnatal de ces enfants sur plusieurs années.
C'est tout l'intérêt des centres de référence dans le cadre du plan maladies rares. Alors, on a beaucoup parlé de la prise en charge médicale, de la prise en charge soignante, mais est-ce qu'il existe des possibilités d'accompagnement des familles, par exemple par des associations pour accompagner les couples en cas de STT? Alors oui, il y a des associations de patients, il y en a notamment une qui est très connue, qui est l'association Jumeaux et Plus, qui regroupe sur l'ensemble du territoire, c'est vraiment une fédération française de parents qui ont eu l'expérience de grossesses multiples, donc pas forcément des grossesses monocoriales, ça peut être des grossesses bicoriales, compliquées ou non compliquées. Il y a des représentants dans toutes les régions que les parents peuvent solliciter. Ils ont un site internet qu'on vous a mis qui est très bien fait, qui regroupe beaucoup d'informations médicales sur le suivi des pathologies, mais également des choses beaucoup plus pratiques et administratives, donc qui sortent, on va dire, de notre champ de compétences de médecins. Et c'est une association qui est extrêmement engagée, notamment auprès des centres qui sont centres de compétences maintenant au centre de référence, où il y en avait l'habitude d'organiser des réunions d'information médicale avec des représentants de cette association, des séances qui étaient toujours très informatives pour les couples qui étaient suivis. Et on a des membres de ces associations maintenant dans les groupes d'éducation thérapeutique pour des groupes de patients experts, justement, pour encore améliorer ce qu'on peut faire auprès des couples. Et puis alors, la France est immense, il y a le continent, mais il y a aussi l'ultramarin. Est-ce qu'il y a une organisation particulière, spécifique, dédiée aux grossesses très à risque ou pour lesquelles le diagnostic est fait en ultramarin? Comment prend-on ces couples en charge? Alors, des départements ultramarins, enfin la France ultramarine est dotée également de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, donc qui permettent de gérer le dépistage et la prise en charge des grossesses compliquées sur le plan fœtal. Et donc, c'est eux qui sont les acteurs principaux du dépistage et du diagnostic. Après, ils vont solliciter les centres de compétences ou de référence. Donc, pour faciliter les échanges, on a maintenant la possibilité de faire des téléexpertises et téléconsultations. Donc, ça change grandement la capacité d'évaluation au plus proche du domicile en fait, de ces grossesses. Et si on a besoin d'organiser une chirurgie, dans ce cas-là, on peut organiser des évacuations sanitaires en métropole. Alors, on n'est plus obligé de le faire avec toute la France ultramarine. Notamment, maintenant, on a une équipe à La Réunion qui est experte et qui peut proposer la chirurgie donc pour les patientes de l'océan Indien. Donc ça, c'est déjà un grand progrès pour nos patientes. Mais pour le reste de la France ultramarine, on a besoin de les faire venir en métropole. Donc dans ce cas-là, c'est toujours une situation qui est relativement délicate parce que, comme on l'a dit, il y a un risque de perte de grossesse spontanée due à la pathologie. Donc on réévalue toujours la patiente au dernier moment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque d'accouchement prématurissime au cours du transfert. Et c'est des grossesses avec des risques de complications particulières. Déjà, on a plus de maladies thromboemboliques. On va avoir la durée en plus du transport aérien. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. On les évalue toujours. On a l'habitude à Necker de leur faire des bilans à l'arrivée. Mais c'est une prise en charge qui est tout à fait possible. Et dès qu'on peut, après l'intervention, on les renvoie dans leur département d'origine pour justement pouvoir organiser la naissance au plus près du domicile. Écoutez, merci à vous. Merci aux trois orateurs. J'ai trouvé ce webinaire particulièrement complet, avec des réponses très, très précises et puis très bien documentées avec l'accompagnement par diapositive. Donc merci à vous pour cet échange particulièrement intéressant. Alors, nous vous rappelons bien évidemment que si vous souhaitez revoir l'une ou l'autre des 6 précédentes émissions, vous pouvez consulter la chaîne YouTube Andirard en scannant le QR code que vous avez sous les yeux. Et puis, la première série des 7 Handifocus que nous avions organisés avec les 6 CRMR coordonnateurs est aujourd'hui terminée. Nous avons fait un premier tour et nous vous proposerons prochainement, très prochainement même, une nouvelle série de sujets à la fois innovants et d'actualité. Et ces prochains Handifocus seront organisés par des CRMR constitutifs et non plus initiaux dans les différents réseaux que constitue la filière Andirard. Ce 7e Handifocus sera très bientôt disponible et consultable sur la chaîne YouTube Andirard d'ici une quinzaine de jours. Donc merci de prêcher la bonne parole et de faire l'annonce à vos collaborateurs si c'est possible. Et puis, bien évidemment, nous remercions la totalité de l'équipe Web TV d'AgroSup qui nous a mis à disposition un magnifique studio ultra moderne et qui a géré toute la technique de ces Handifocus. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt pour un nouvel Handifocus.